C'est c'est bon. Ok. Merci. Très bien. Bonjour à tous. Merci pour votre présence ici et votre présence à distance. Et mille excuses pour ce démarrage un tout petit peu chaotique, les aléas des des connexions visio aujourd'hui et de ces réunions à distance, ces réunions hybrides. Mais on va y arriver. On est maintenant bien en ligne, je crois, j'espère, et ça se confirme. Très bien. Donc, merci à tous pour votre présence encore une fois ici ou à distance. Merci surtout à Patrick Montagnier à la fois d'avoir accepté notre sollicitation et puis de nous accueillir dans les locaux de l'ACPA. Sauf pour la salle. Pour la salle. Non, mais si c'est ça, on peut forcer la voix. Hein. Très bien. Donc, encore une fois, merci à tous. Merci surtout à Patrick Montagnier de nous accueillir dans les locaux de l'ACPR pour cette matinale. Une matinale que, Monsieur Montagnier, nous avons un cycle qui nous fait rencontrer régulièrement les différents régulateurs et nous sommes ravis que vous ayez accepté d'être l'un d'entre eux par vos fonctions tout à fait éminentes au sein de la CPR. Tout le monde vous connaît, Monsieur Montagnier, ou à peu près. Quelques mots quand même. Vous avez eu un parcours long et fidèle à la Banque de France, que vous avez rejointe en 1988. Vous y avez tenu différents postes, principalement dans le domaine de la supervision prudentielle depuis 1992, notamment à la direction du contrôle bancaire et à la direction du contrôle des assurances. Vous avez été nommé secrétaire général adjoint au secrétariat général de la CPR en 2014, en charge notamment du contrôle des pratiques commerciales. Vous avez été nommé premier secrétaire général adjoint en 2018 et vous supervisez directement le contrôle prudentiel de l'assurance, le contrôle des pratiques commerciales et également les affaires juridiques. Et par ailleurs, vous siégez, par ailleurs et qualité, vous siégez au conseil des superviseurs de l'EIOPA à Francfort ainsi qu'à son management board stable depuis 2021. Alors aujourd'hui, nous avons choisi communément, notre propos a convergé sur la supervision prudentielle de l'assurance à l'heure du changement climatique, outil d'évaluation d'impact et de risque, perspective d'encadrement réglementaire, et puis spécificité par rapport au secteur bancaire. Alors on a eu un petit débat, non pas avec vous, mais interne, et avec quelques interlocuteurs, Monsieur Montagnier, sur le terme à utiliser, dérèglement climatique ou changement climatique. Certains nous ont fait remarquer que dérèglement était trop signifiant. Enfin, le terme était signifiant et dérèglement était probablement nous entraînait vers une vision peut-être un peu plus pessimiste que celle qu'il nous faut avoir, une vision peut-être plus objective, plus factuelle. La réalité est assurément la même, mais le terme a peut-être son importance. Alors l'idée, c'est de nous interroger sur la prise en compte par les régulateurs au niveau européen et national de l'émergence de nouveaux risques issus du changement climatique pour l'encadrement du secteur et de savoir en particulier si la régulation est à ce stade dans une orientation prescriptive au travers de règles prudentielles ou plutôt encore dans une orientation d'analyse, de cartographie et une démarche de dialogue avec l'industrie. Et puis savoir également si les risques issus du changement climatique pourraient justifier une éventuelle évolution, une prise en compte dans les règles centrales, si on peut dire, qui est la directive Solvency II. Alors on voit en tout cas que les régulateurs et superviseurs du secteur de l'assurance se sont naturellement emparés du sujet des risques liés au changement climatique et c'est bien naturel. On dit souvent que s'il y a un secteur au cœur de cette évolution, changement, cette évolution climatique, c'est le secteur de l'assurance, à la fois par son activité de couverture et pour elle-même. Euh, et, euh, et donc, on voit qu'il y a cette intervention des régulateurs et superviseurs. Donc, on voit que en juillet dernier, vous avez lancé un stress test. La CPR a lancé le deuxième exercice de stress test climatique couvrant le secteur de l'assurance. En avril dernier,
l'EIEPA et la BCE avaient publié un discussion paper appelant à la fois un recours accru à l'assurance de catastrophe liée à l'évolution climatique et au développement d'incitation à s'adapter et à réduire les risques climatiques. Alors ce matin, il y a plein de choses qui nous intéressent, mais nous serions intéressés à savoir comment le régulateur se projette dans les conséquences du changement climatique pour les assureurs, comment est appréhendée la problématique de l'assurabilité des risques climatiques, s'il y a des différences ou une forme de convergence entre les approches du secteur de l'assurance et celui de la banque, comment est regardée aussi par le régulateur la question de la protection de la clientèle au travers notamment de la distribution de l'assurance vie, parce que c'est une de vos casquettes, si je peux dire familièrement, cette notion de protection de la clientèle, et donc il y a effectivement un sujet qui n'est pas le sujet central, mais un sujet que l'on peut peut-être aborder également. Voilà, merci infiniment d'avoir une nouvelle fois accepté de nous accueillir et de tenir un propos pour les auditeurs de l'AFR. On est en petit comité ici ce matin, une trentaine de personnes, il y en a une cinquantaine en ligne. Ces modèles hybrides sont un peu compliqués, on préférerait qu'il y ait une densité plus grande pour un peu d'interactivité, mais n'hésitez pas en tout cas en ligne à poser également des questions à Patrick Montagnier. Ok, merci Monsieur Cogent. Je remercie aussi Madame Berès de m'avoir invité à m'exprimer devant vous. Désolé effectivement pour le petit incident technique. On a beau eu effectivement revoir avec l'AFR systématiquement. Le risque opérationnel existe, donc voilà, il s'est matérialisé de plein fouet ce matin, c'est pas grave. Normalement, c'est couvert dans le prudentiel, il y a des exigences de fonds propres chez les assureurs pour ça. Alors, je ne sais pas le superviseur en revanche. Alors, en matière de vocabulaire, de précision, nous ne sommes pas un régulateur, nous ne faisons pas la règle. Nous sommes un superviseur, nous sommes chargés d'appliquer la règle. Celui qui fait la règle, c'est le législateur, pris dans toutes ses formes, qu'il soit européen, avec sa triple fonction, et ce n'est pas devant Madame Berès que je l'expliquerai, la fonction majeure des trilogues, hein, et qui est vraiment importante. Et pour nous, c'est vraiment vital. Donc, nous apportons un soutien technique, nous avons nos convictions, mais ensuite, c'est bien un choix démocratique entre le Parlement européen, les gouvernements et la Commission. Il en va de même au niveau national. Nous pouvons apporter une expertise à l'État, mais in fine, c'est bien un choix entre l'État et les parlementaires qui peuvent nous auditionner aussi, mais en tout état de cause, nous finissons par appliquer la règle qui nous est donnée. Sur le changement des règlements climatiques, moi je prends changement pour une raison toute simple, c'est que des règlements supposeraient que la planète a un mode de fonctionnement une fois pour toutes. Je crois que la planète, elle est assez indifférente à son mode de fonctionnement. Elle n'a pas de conscience de soi stricto sensu. En revanche, c'est nous qui avons un problème avec le modèle climatique de la planète, et ce qui fait que la façon dont nous interagissons avec les règles, enfin, en tout cas le fonctionnement climatique de la planète, rend ce fonctionnement climatique plus ou moins supportable pour l'espèce humaine. Et c'est le sujet majeur du GIEC depuis des années, en disant que les activités humaines modifient le climat, et si nous ne faisons pas attention, nous serons confrontés à des choix compliqués pour pouvoir vivre d'une façon qui nous semble tolérable. Donc, ces précisions étant faites, quelques mots effectivement sur les aspects climatiques et l'assurance. Il y a une agence européenne de l'environnement, hein, il y a, je crois, 70 agences européennes. Hein, l'EIOPA, qui est celle en charge du contrôle des assurances, enfin, du moins de l'harmonisation des superviseurs d'assurance, n'en est qu'une parmi d'autres. Et celle sur l'environnement dit que les phénomènes climatiques et météorologiques depuis 40 ans, hein, de 80 à 2021, ont causé des pertes économiques à l'Union estimées à 560 milliards d'euros, dont 57 milliards pour la seule année 2021. Hein, je vous rappelle, hein, si jamais vous aviez oublié, il y a eu les inondations terribles en Allemagne et en Belgique. On a beaucoup parlé d'Allemagne, mais pas oublié le voisin plus petit, là, qui est la Belgique, qui ont été aussi assez difficiles. Et puis, vous avez la sécheresse en 2022 qui a affecté la quasi-totalité de l'Union, avec des dégâts non seulement traditionnels sur l'agriculture, mais aussi d'autres dégâts économiques, notamment sur la production de l'électricité, un peu partout, soit que la force hydroélectrique vienne à manquer, soit en France, on l'a vu, avec les centrales nucléaires obligées de s'arrêter du fait de l'absence de refroidissement des réacteurs. Donc on a quelque chose là qui est compliqué. Et puis s'y ajoute dans certains pays, dont la France, hein, qui est le plus touché dans l'Union, l'autre pays qui est très touché par ce phénomène, c'est la Grande-Bretagne, mais qui n'est plus avec nous, néanmoins, c'est toujours un Européen. C'est ce que l'on appelle effectivement le retrait-gonflement des argiles, hein, pour les maisons individuelles, ou la subsidence.
non, le terme assurantiel. Donc on voit quelque chose, et France Assureur estimait que pour la seule année 2022, les dégâts climatiques causeraient 10 milliards d'euros de pertes au total, à comparer à 3,5 milliards pendant les 4 ou 5 années précédentes, ce 3,5 milliards étant déjà une forte hausse par rapport aux décennies qui avaient précédé. Donc on voit bien quelque chose avec des sauts en intensité qui deviennent assez violents. Donc, tout ceci fait que le secteur de l'assurance, oui, est confronté à ces risques, d'abord et avant tout parce qu'il représente un réducteur formidable de risques pour l'ensemble de l'économie. Vous êtes là tranquillement assis devant moi et moi devant vous, d'ailleurs, hein, je me mets dans le gaz, parce que nous savons qu'effectivement, contrairement à ce que pouvait être même la vie de mes propres grands-parents, n'étant plus tout jeune, si mon appartement brûle, c'est terrible pour moi, mais j'ai un réducteur d'incertitude financier au moins via l'indemnisation. Si mon voisin du tuer la mauvaise idée d'inonder, pareil. Ça n'a pas toujours été le cas. Donc, pour la vie économique, pour la vie psychologique, même parfois, l'assurance joue un rôle aujourd'hui fondamental dans cette réduction d'incertitude. Et bien évidemment, le climat en fait partie et les dégâts causés par les conditions naturelles. Donc aujourd'hui, cela affecte l'activité des assureurs, non seulement sur la partie non-vie, hein, que je viens de citer, mais sur la partie vie-santé aussi, puisque cela peut avoir des effets assez considérables sur ce qu'on appelle aujourd'hui prévoyance ou mortalité, etc., qui sont aussi des aspects significatifs, sans compter que sur la vie, cette fois-ci à épargne, vous avez des effets sur la valorisation des actifs, et nous y reviendrons. Donc effectivement, je vous renvoie au dernier tableau de bord qu'a publié l'Agence européenne des assurances et des pensions professionnelles, je dirais IOPA pour le futur, pour me simplifier la vie, qui montre effectivement qu'il y a quelque chose là qui se passe au niveau européen. Elle a tenté, via un système interactif qui n'est pas toujours simple d'utilisation, mais qui, une fois qu'on a trouvé le mode de fonctionnement, est intéressant, de montrer comment chaque pays peut être affecté au sein de l'Union. Alors, je ne disserterai pas indéfiniment, parce qu'il ne m'appartient pas de m'élever au-dessus de ma condition de superviseur, sur l'assurabilité, hein, et les moyens de contrôler l'écart entre ce qui est assurable et ce qui est assuré, et mais en tout état de cause, ni les moyens de réduire le risque climatique, hein, qui n'appartient pas au superviseur, mais tout ceci relève de politiques publiques nationales, qu'elles soient à un échelon national, européen, ou même parfois au-delà de l'Europe. Donc, nous, on peut apporter notre expertise technique, comme je vous le disais, et notamment, nous l'apportons depuis dorénavant 6 ans via le réseau des banques centrales et des superviseurs pour le verdissement, effectivement, du secteur financier, qui a été cofondé par 8 institutions à l'origine, dont la Banque de France et la CPR, et notamment avec une très forte impulsion aussi de nos amis néerlandais. Donc voilà, je vais me concentrer mon action sur l'action du superviseur. Alors vous avez sans doute vu qu'en août 2022, l'Union européenne a amendé le règlement délégué de solvabilité 2, c'est-à-dire celui qui fixe les règles concrètes et précises, la directive étant restée au niveau des principes, pour mieux intégrer dans le dispositif de gouvernance et de gestion des risques des assureurs les risques liés au changement climatique. Et puis, il y a la révision en cours de la directive, mais ça, je l'aborderai plus brièvement parce que les trilogues viennent de commencer, donc je ne sais pas encore quel sera le résultat de ces trilogues. Il y a toujours un certain nombre d'incertitudes liées à l'ouverture des trilogues entre la Commission, les États membres et le Parlement. Alors, le règlement délégué, qu'est-ce qui a changé? C'est l'obligation de prendre en compte, en fait, dans le calcul du besoin global de solvabilité, les risques liés au changement climatique, dont on demande aux assureurs qu'ils les identifient et qu'ils identifient aussi la matérialité de ces risques sur leur activité et sur leur bilan. Et donc, dorénavant, dès que le risque est matériel, ils doivent déterminer si leur capacité à y faire face est suffisante, cette capacité se faisant via les provisionnements, mais aussi via les fonds propres. Donc, c'est important, et notamment dans les scénarios prévus pour le futur, hein, qui dans le jargon des superviseurs assurantiels s'appelle l'ORSA, ils doivent intégrer dorénavant ce type de schéma pour voir comment ils peuvent effectivement intégrer l'ensemble de ces perspectives dans la gestion qui est dite au niveau des principes par la directive de la personne prudente. Alors, la personne prudente, c'est un peu le même débat que le bon père de famille dans le temps. N'y voyez pas là un retour à un paternalisme ou un patriarcat passé de mode, mais c'est un principe un peu large qui revient ensuite d'appliquer au cas par cas, et c'est là où le superviseur ensuite rentre un peu plus dans une action qui peut effectivement s'apparenter non pas à celui d'un régulateur, mais celui d'un aiguillon pour essayer de définir ce qu'est une personne prudente au niveau de chaque entité et au niveau de l'industrie.
Donc voilà, donc on s'applique déjà à vérifier la bonne application de ces nouvelles exigences. C'est juste effectivement à titre d'incitation pour voir ce qui se passe, comment les assureurs ont pris en main. C'est août 2022, c'est très récent, donc bien évidemment, nous ne tombons pas à bras raccourcis sur les assureurs, je vous rassure pour eux, si jamais vous aviez quelques craintes sur le sujet. Mais c'est simplement, on se dit que le sujet est d'importance, que ça va très vite et qu'il nous faut vérifier que tout ceci est sérieusement pris en compte et comment les assureurs y font face, parce que le risque nous semble très matériel, ainsi que je viens de vous le dire au tout début, via les quelques chiffres que j'ai rappelés. Alors, quand on s'attache maintenant à la révision de la directive elle-même, sans préjuger de leur issue, hein, on voit qu'on a un certain nombre de textes qui sont très proches, aussi bien entre celui de la Commission, celui issu du compromis avec le Conseil et celui du Parlement, en matière sur les questions climatiques. Nous n'attendons pas donc de surprise énorme a priori du trilogue ou des trilogues, même si jusqu'au bout, je suis quand même très attentif à ce qui se passe dans les compromis euh, démocratiques qui se passent au niveau européen. Donc, en matière d'exigences quantitatives, hein, sont prévues une revue régulière des paramètres d'un module de risque sur les catastrophes naturelles de la formule standard. Donc là, c'est de dire, quand on calcule les exigences sur la base de ce sous-module risque catastrophe naturelle, il faut revoir la calibration de ce risque, hein, tout simplement parce qu'il a changé d'intensité et de fréquence. Donc, ce sur quoi on avait déterminé, qui était quand même largement passé sur l'expérience passée, n'est plus à jour, parce que je rappelle quand même que la directive est très largement issue de discussions antérieures à 2013. 2013 étant juste l'ajustement qui a permis de sortir enfin d'une longue atonie, on va dire, pour être gentil, tout le monde coinçant. Donc, un certain nombre d'États membres se sont vus remettre la possibilité, effectivement, d'adoucir le passage à la solvabilité 2 avec des transitoires. Nos amis britanniques, c'était autre chose, etc. Mais tout le monde a pu, effectivement, avoir un moment d'adaptation plus long que prévu à l'origine. Mais en revanche, les paramètres de risque relevaient, effectivement, d'une expérience antérieure qui est aujourd'hui largement dépassée. Et puis, il y a aussi un mandat confié à EIOPA pour essayer de distinguer le risque entre actifs dits verts et les actifs dits bruns. Alors, vous aurez compris que dans le vert étant plutôt positif, le brun étant plutôt négatif, est-ce qu'il y a un risque différent selon le type d'actif que l'on détient chez les assureurs, entre quelque chose qui serait plus vertueux pour le climat et quelque chose qui le serait moins. Et dans le moins, bien évidemment, tombe tout de suite dans l'escarcelle l'ensemble des actifs liés aux énergies fossiles, qui est la première désignation immédiate. Donc, il y a aussi le Parlement, d'ailleurs, de lui-même, a introduit l'exigence d'élaboration de plans de transition par les assureurs, c'est-à-dire qu'ils doivent aussi eux-mêmes s'appliquer un certain nombre d'exigences pour être plus verts, si je puis dire. Et donc, nous pensons que cela subsistera, mais encore une fois, toutes les caveats possibles. Et puis, le Conseil et le Parlement ont aussi conjointement donné mandat à EIOPA pour évaluer l'exposition au risque de biodiversité des assureurs européens et les interconnexions entre ces risques et les risques climatiques. Donc tout ceci fait qu'aujourd'hui, les assureurs, pour nous, ne peuvent pas se contenter d'une analyse historique des impacts. Nous avons déjà vu que l'EIOPA, auquel je participe effectivement comme membre de son conseil de supervision depuis ma prise de fonction comme secrétaire général adjoint fin 2018, a lui-même en août 2022, enfin l'agence et nous avons collectivement en août 2022 souligné que l'horizon de la stratégie des assureurs, hein, qui est généralement de 3 à 5 ans, n'est pas aligné avec les horizons climatiques qui sont des phénomènes très longs. Et je renvoie encore une fois aux travaux du GIEC, et moi je n'ai pas la capacité technique de tout lire, pour être tout à fait honnête, mais au moins la synthèse, hein, je crois que la dernière synthèse de 42 pages est au niveau qui est le mien, suffisante pour essayer d'en comprendre les enjeux. Je n'ai pas la capacité de tout suivre ensuite dans le rapport détaillé, mais ces 42 pages sont en elles-mêmes très éclairantes et il faut d'ailleurs remercier le GIEC pour essayer de faire des synthèses destinées à des publics plus larges qu'un certain nombre d'autres personnes. Donc, s'agissant du traitement quantitatif des risques de durabilité dans les exigences de Solva, nous pensons, nous, que les travaux menés par EIOPA pourraient amener à une pénalisation, donc une surcharge en fonds propres des actifs liés aux énergies fossiles. C'est encore le débat que nous avons eu la semaine dernière, fin du mois, hein, de septembre, pendant 2 jours à Francfort. Tous les États et toutes les autorités de supervision ne sont pas tout à fait d'accord, et certaines soulignent notamment que le pourcentage des actifs considérés comme étant bruns dans le total des actifs des assureurs étant relativement limité, il convient de ne pas trop complexifier
les formules de calcul qui s'attacheraient de manière à ne pas rendre le calcul de solvabilité extrêmement complexe pour un pourcentage d'actifs relativement faible. Je suis d'accord avec cette approche, en soulignant toutefois que aujourd'hui, repérer les actifs dits bruns via les seules nomenclatures économiques est un exercice assez fruste. Je ne garantirai pas que le pourcentage faible soit un maximum, il est un minimum. On peut se poser la question sur d'autres secteurs qui utilisent de façon très intense les énergies fossiles et qui pourraient eux-mêmes avoir des difficultés en cas de plan de transition. Et les secteurs auxquels on peut penser, c'est par exemple tout celui qui est lié au monde du transport et de tout ce qui lui est lié, à qu'il soit routier, aérien, naval, mais aussi le monde du tourisme, etc. Donc tout ceci est quand même plus complexe et il faut regarder comment nous arriverons à atterrir. Donc, vous avez un certain nombre aussi de choses qui font que les assureurs doivent évaluer effectivement la façon dont les entreprises dans lesquelles ils investissent eux-mêmes s'adaptent à ce changement climatique, ont des plans de transition, et puisque il faut avoir quelque chose, toutes les grandes entreprises devront y passer, y compris celles du secteur financier, en application d'une directive, dite CSRD, et donc qui s'applique à partir de 2025. Donc, les modalités pratiques de mise en œuvre de ces exigences, et puis ensuite pour nous, de leur supervision, doivent encore être discutées. Et notamment, notre rôle en tant que superviseur devra être de veiller à ce que les assureurs soient bien engagés dans une transition vers la neutralité carbone. Nous tentons, nous, avec l'institution auquel nous sommes adossés, dont nous faisons partie, la Banque de France, nous-mêmes aujourd'hui, de nous engager pour notre propre cas. Il y a une exemplarité aussi chez les institutions publiques qui doit être faite, avec vers la neutralité carbone, avec des objectifs concrets qui soient définis, des jalons intermédiaires que l'on puisse vérifier, mesurer, et qui ne soient pas seulement de la poudre aux yeux via de belles annonces. Donc, nous devrons vérifier que tout ceci soit atteint. Alors, vous avez parlé de notre deuxième, et j'insiste, puisque vous savez que la langue française fait une distinction sémantique entre deuxième et second. C'est un deuxième exercice de stress test. J'entends parfois utiliser le terme second, il y en aura d'autres. Je le dis tout de suite, pas de surprise. Le premier était une première à tous égards. C'était le premier pour nous, mais c'était aussi une première dans le monde de la supervision, puisque nous avions tenté d'aller plus loin que le traditionnel impact sur les sols actifs. Nous avions tenté aussi d'analyser les impacts sur les passifs. Et c'est important dans le monde de l'assurance, puisque le passif, c'est ce qui représente pour l'assureur l'engagement vis-à-vis de son client. Qu'est-ce qu'il s'engage à couvrir comme risque? Et donc là, on s'est aperçu que c'était beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraissait. Donc les objectifs de cet exercice de stress test 2023, c'est de renforcer la dimension stratégique et de l'adapter aux conditions climatiques qui sont de notre point de vue de plus en plus difficiles, et puis de regarder aussi la planification stratégique des assureurs. Et ce que l'on a fait, c'est que, outre un horizon de court terme à 2027, on a tenté d'évaluer un horizon de long terme à 2050 pour exploiter des scénarios qui combinent le risque physique et le risque de transition de façon cohérente. Et évidemment, tout ça repose sur des hypothèses. Un stress test, je rappelle, n'est pas la prédiction de la réalité, il est la volonté de tester un certain nombre d'hypothèses défavorables et de regarder ce qui peut se passer sous un certain nombre d'autres hypothèses. Mais nous savons tous, et nous l'avons parfois très chèrement appris lors de la crise financière de 2008, que le stress test ne reflète pas la réalité. La réalité peut être pire. En tout cas, elle peut être très différente. Et elle peut se matérialiser d'une façon très différente, mais au moins, elle aide à comprendre. Le stress test est un outil intellectuel qui doit permettre non seulement au superviseur et au pouvoir public, mais aussi à l'assureur de réfléchir à ce qui peut se passer et à quel serait l'impact sur lui-même. Pour nous, c'est vraiment un outil puissant de réflexion et qui doit engager d'autres travaux derrière. Donc, dans le scénario de court terme, l'hypothèse d'un bilan statique, dans lequel le bilan ne bouge pas, est d'évaluer la solvabilité. Qu'est-ce qui se passe immédiatement? Est-ce que les fonds propres et la rentabilité de l'assureur sont sévèrement mis en cause? Alors que dans le scénario de long terme, on a un bilan qui est dit dynamique, qui permet d'évaluer les décisions de gestion que prennent les assureurs par échelle de pas et de l'EPA sont à tous les 5 ans, jusqu'en 2050, pour voir quelles sont leurs échelles de réaction et comment cette réaction influe à leur tour sur le bilan et donc les fonds propres, les résultats et ainsi de suite, voire même leur décision d'assurer ou de ne pas assurer un certain nombre de risques.
Et donc, on mène cette analyse à la fois pour le risque physique, hein, qui est issu des conséquences du changement, mais aussi pour le risque de transition, c'est-à-dire le risque financier associé à une transition vers une économie bas carbone, ce qui permet d'améliorer l'intégration dans ces décisions dans le modèle stratégique des assureurs. Donc, on compare un scénario dit adverse, c'est-à-dire défavorable, avec un scénario dit baseline. Alors, désolé pour l'usage du mot anglais, mais en fait, c'est un scénario, on va dire, standard dans lequel il ne se passe pas grand-chose, mais juste pour essayer de comparer l'écart. C'est l'écart qui nous intéresse parce que ce n'est pas le montant absolu auquel on arrive qui est important, puisque je viens de vous dire avant sur ce qu'est un stress test, mais voir quel est l'écart et comment il impacte négativement et quel peut être ce point négatif. Alors, les hypothèses fournies reposent sur des données relativement fines pour différencier à la fois géographiquement et sectoriellement les risques. On a élargi, par exemple, les risques pris en compte, notamment pour les conséquences macroéconomiques et financières du risque physique chronique. Et nous avons beaucoup travaillé avec les assureurs. La Caisse centrale de réassurance, que je ne saurais jamais assez remercier, hein, par le biais de ses directeurs généraux successifs, mais qui nous aide énormément, qui a une longue expérience du fait qu'elle gère depuis 40 ans le régime public-privé en catastrophe naturelle et qui travaille beaucoup sur ces aspects-là. Et puis nous avons aussi travaillé avec un grand courtier, Aon, que je remercie aussi, pour essayer effectivement de modéliser ces risques physico-passifs. Et nous avons travaillé aussi avec nos camarades de la Banque de France, qui ont toute une cellule de modélisation, notamment pour toute la modélisation des risques de transition et des risques physiques à l'actif. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on impacte le bilan des assureurs à l'actif. Donc, nous avons tenté de rassembler le maximum de compétences, outre les nôtres, n'ayant pas l'outrecuidance de penser que nous pouvons tout faire par nous-mêmes. Je ne détaillerai pas ici les scénarios utilisés, ils sont notamment en principe, mais je me retourne vers Aurore, ils sont sur notre site internet, hein, le détail. Donc, vous pouvez aisément les retrouver publiés. Je rappelle aussi qu'afin de partir de données les plus sûres possibles, hein, nous avons tenté de prendre, pour les évolutions du climat, de la sinistralité climatique, les projections les plus récentes du GIEC, puisque eux ont énormément travaillé, qu'ils ont une expertise scientifique qui dépasserait de très loin tout ce que nous pourrions faire, et nous n'avons jamais eu la prétention d'être des experts du climat, de loin. Et puis, nous avons aussi travaillé avec les scénarios qui sont utilisés par ce fameux réseau des banques centrales supérieures, la NGFS, de manière aussi à voir comment ce réseau a collectivement travaillé pour adapter ces données climatiques au secteur financier et aux impacts sur ce secteur financier. Si je résume, le scénario stressé de court terme fait l'hypothèse d'une sinistralité climatique exceptionnelle, avec un cumul d'événements défavorables, avec par exemple une sécheresse identique à celle qu'on a observée en France en 2022, puis d'inondations conduisant à une rupture de barrage, à l'instar des ruptures de digues observées en Allemagne en 2021, avec des glissements de terrain aussi en Italie en mars 2023. Je ne dis pas que nous aurons manifesté ceci à la fois, mais c'était l'idée de tester quelque chose qui est une série d'événements produisant des dégâts majeurs pour l'économie dans certaines zones. Et on les cumule tous au même moment, pas au même endroit, donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Hein. Nous ne pensons pas qu'un barrage va céder en France. C'est juste pour tester le coût. Qu'est-ce qui se passe? Hein. C'est vraiment un exercice en chambre qui vise à tester l'impact pour le secteur. Et bien évidemment, avec les effets macroéconomiques éventuels, ça serait bien dramatique. Et bien évidemment, nous ne testons pas un certain nombre d'autres hypothèses qui sont terribles pour les populations. Mais c'est de voir déjà le secteur, qu'est-ce qu'il aurait à régler comme facture. Et puis les scénarios de long terme ont un cas temporel de 25 ans, hein, jusqu'en 2050, 2025 à 2050, avec un pas de 5 ans. Les assureurs ajustent leur bilan, hein, sur ces pas de 5 ans, et on a fait 2 scénarios stressés. Alors un qui est en dessous de 2 degrés Celsius et un qui est une transition climatique qui est retardée. Alors, vous le trouverez en termes anglais, hein, je suis désolé, c'est below 2 Celsius degrees and delayed transition, et qui sont tous les deux calibrés, ces scénarios, de telle sorte que la probabilité d'atteindre une température inférieure à 2 degrés en 2100 soit de 67%. On dit que ce n'est pas extraordinaire, ce n'est pas nul, mais ce n'est pas extraordinaire, avec un risque physique du changement climatique et un risque de transition, avec la différence entre tous les deux étant la temporalité de la transition. Le deuxième fait que la transition est beaucoup plus lente, elle se fait de façon désordonnée, et donc ce qui entraîne, pour compenser l'inaction du début de période, c'est possible.
des efforts plus grands vers la fin. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, on a voulu tester ce scénario, et il est ce qu'il est, il n'est pas impossible. Voilà. Donc, ce n'est pas celui que l'on préférerait de devoir adopter, mais il est de notre rôle de le faire. Et puis, pour définir le risque physique aigu ou passif du changement climatique, on a fait l'hypothèse d'une transaction climatique R7-Y45, qui est l'une des trajectoires climatiques définies par le GIEC, qui là encore n'est pas extraordinaire sur la planète et sur le climat, mais c'est pour voir un peu un certain nombre de scénarios qu'on a essayé de tester, y compris dans leurs occurrences les plus défavorables. Donc, on a aussi tenté d'évaluer le risque de non-assurabilité ou d'inassurabilité, c'est-à-dire à quel moment les assureurs ne peuvent plus prendre en compte le risque, parce qu'ils n'ont pas les moyens de le faire, ou alors ça supposerait une telle hausse des primes que de toute façon, une partie de la population ne pourrait pas suivre. Quand je dis population, sur sens large, c'est personnes physiques, mais aussi personnes morales, entreprises. Prenez-le vraiment dans son acception la plus large. Voilà. Alors, on a tenté d'avoir ça, une approche qualitative, avec une évaluation des décisions des assureurs, comment ils ajustent leur passif, quel est leur appétit au risque, en fait, qu'est-ce qu'ils prennent comme type de contrat, et puis on leur demande d'expliciter l'évolution de leur politique de souscription ou de réassurance, de tarification, pour tout leur portefeuille de dommages. Et puis, on a tenté aussi de façon quantitative, en prenant l'exemple de l'assurance habitation, et avec l'objectif d'évaluer l'impact de l'évolution des primes d'assurance. Avec qu'est-ce qu'il en va pour les propriétaires, cette fois-ci, avec des seuils de résiliation de contrat, pour comparer le rapport prime dommage sur valeur assurée totale, pour voir un peu ce qui se passe. Vous vous souvenez peut-être d'ailleurs qu'il y avait eu un certain nombre de questions qui s'étaient posées lors de notre premier stress test, parce qu'on avait dit effectivement, on avait défini des pourcentages de progression des primes qui semblaient très importantes, qui encore une fois n'étaient pas une prévision, mais qui étaient de dire qu'est-ce qui peut se passer dans le pire des scénarios. Alors concernant l'assurabilité, vous savez que la France a une particularité qui est assez aujourd'hui enviée en Europe. J'ai vu là lors de discussions autour de la table EIOPA, est un régime spécifique, public-privé, fondé sur une surprime sur les contrats, une partie des contrats non-vie, et qui permet à chaque assureur d'aller se réassurer auprès de la Caisse centrale de réassurance, organisme public, et qui lui permet donc d'avoir une couverture en partie publique de ce risque. Il fonctionne depuis 1982, il fonctionnait bien. Nous avons noté en revanche depuis 2016 que l'augmentation du coût du risque a progressivement épuisé les réserves de ce régime, et 2022 n'a pas échappé à la règle puisqu'il l'a même amplifié et un peu, cette fois-ci, je pense, totalement épuisé les réserves. Et donc, le ministre de l'économie a confié à 3 experts, dont un ancien assureur très spécialisé et très engagé aujourd'hui dans les aspects de transition climatique, et aussi des experts plutôt du mode climat, de lui fournir un certain nombre de travaux. Ce rapport devait être rendu incessamment, de manière à voir comment se comporte le système assurantiel français face au risque climatique. Je voudrais aussi insister sur un point qui est celui du comportement des assurés. Les assurés ne sont pas inertes. Dans nos projections, ils le sont. Nous ne modélisons pas le comportement des personnes, physiques ou morales, mais les assurés, normalement, ne sont pas inertes. Il leur appartient aussi, et c'est aussi l'un des rôles des assureurs, c'est de les encourager à se protéger. Nous l'avons tous fait pour l'assurance habitation, pour ce qui est des points de protection face au cambriolage. Aujourd'hui, si vous n'avez pas vos X points de sécurité, vous n'êtes plus assuré ou alors à des primes qui sont très chères. Et face au risque climatique, il y a aussi une capacité des acteurs à réagir, à mieux se protéger. Il y a des choses parfois simples, qui peuvent être un peu coûteuses dans un premier temps, mais qui sont nettement moins que de ne pas les faire. Et donc, les assurés ne sont pas une matière inerte, ils auront aussi à s'ajuster. Et le rôle des assureurs est aussi de les encourager, des pouvoirs publics aussi. Dans cette loi de 82 qui a défini le régime public-privé, il y avait ce qu'on appelait le fonds Barnier, du nom du député à l'époque, je pense, oui, du député, qui avait prévu ça, qui était un fonds d'encouragement, justement, il y a une meilleure protection contre un certain nombre d'aléas climatiques. Je crois que c'est un sujet qu'il faut absolument encourager. En tout cas, c'est la conviction profonde du superviseur que je suis, qui en tant qu'au-delà du simple citoyen, il y a là une utilité majeure. Alors ensuite, il y a d'autres obligations qui s'appliquent au régime, aux assureurs, qui est les obligations d'information. Il y a une loi énergie-climat nationale de novembre 2019 et de son article 29 qui veut
accroître la transparence sur la prise en compte des critères de soutenabilité dans la politique d'investissement des assureurs et d'ailleurs du secteur financier au sens large, notamment en matière climatique et biodiversité. Et ce règlement s'articulait, puisque avec un règlement européen un peu plus tardif, mais qui avait été largement anticipé dans la loi nationale, même si la loi nationale définissait aussi d'autres aspects qui étaient différents du règlement qui est dit SFDR du 27 novembre 2019, dont les principales dispositions ont pris effet en mars 21, avec un règlement délégué un peu plus tardif. Lors de la rédaction, tout ceci avait été le mieux possible anticipé. Les obligations de transparence, en fait, portent sur un périmètre d'information plus large que la seule politique d'investissement. Il faut que les entités définissent leur démarche générale, les moyens qu'elles utilisent pour avoir cette politique de soutenabilité, comment elles prennent en compte ces critères du ESG dans la gouvernance, notamment la compétence des instances de gouvernance. Il faut que les conseils d'administration s'en saisissent. De la politique de rémunération aussi, notamment celle qui est variable en tienne compte, avec une stratégie d'engagement aussi des émetteurs, voir comment les assureurs votent dans les assemblées générales quand ils sont détenteurs d'actions et qu'ils ont un droit de vote, vis-à-vis des sociétés de gestion, lorsqu'ils confient des mandats de gestion à des sociétés de gestion pour gérer leurs actifs, parce que ce sont de très gros détenteurs d'actifs, les assureurs ne les gèrent pas en direct. Et donc sur la composition des investissements aussi, etc. Donc vous avez un certain nombre de choses qui sont requises, et lorsqu'il y a impossibilité de publier certaines informations, les organismes financiers sont en obligation de publier un plan d'amélioration pour y parvenir à les publier. Donc c'était quelque chose qui vraiment disait, vous devez vous engager pour une transparence plus grande vis-à-vis des tiers, que ces tiers soient des investisseurs, mais soient aussi de simples particuliers ou des organisations non gouvernementales. Donc, notre job, à nous, ici, à la CPR, c'est une évaluation individuelle. On regarde les plans un par un. Et donc, les directions du contrôle assurance ont fait ce travail une première fois, et afin d'améliorer le contenu de ces rapports. Et puis aussi une évaluation transversale pour permettre de mesurer le degré de maturité, puis essayer d'homogénéiser la place dans son ensemble. Alors, chaque organisme est tenu, c'est sur base individuelle et pas consolidée, de manière, voilà. Il est possible d'avoir en plus un rapport consolidé, mais c'est d'abord individuellement, et chaque organisme reste responsable du contenu de son rapport. Et puis, il faut être précis. C'est à peu près ce qu'on avait vu lors du premier examen. Il y avait des choses qui n'étaient pas très précises, définition des indicateurs, le périmètre retenu, etc. C'était un premier exercice, donc c'est normal, mais nous avons publié un certain nombre d'attente renouvelée du superviseur pour que le deuxième exercice soit meilleur. Et puis faire attention lorsqu'on avait un référencement croisé à ce que ces autres documentations soient accessibles et surtout qu'elles ne rendent pas la lecture impossible. Le référencement croisé dans la réglementation, c'est déjà pas simple, mais quand il s'agit d'un rapport de transparence, ça nous semble plutôt à bannir, pour être tout à fait précis et clair, parce que je ne cacherai pas d'aller mon petit doigt. Donc voilà. Alors, il nous semble, on est en train d'analyser le deuxième exercice, que quand même une partie de ces recommandations a été prise en compte, sachant que les assureurs aussi ont dû prendre en compte les exigences issues d'un règlement européen sur la publication d'informations, donc le SFDR. Et donc, nous avons publié pour faciliter la compréhension de l'articulation entre le texte national et le texte européen, une instruction disant qu'est-ce que nous attendons dans le reporting, de manière à éviter que chaque assureur recrée de son côté un modèle de restitution d'informations. Au moins, c'est notre responsabilité si l'apport est rendu correctement, mais on a donné un modèle dont on attend qu'il soit suivi. Alors, il y a aussi ce règlement délégué solvabilité 2, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui était modifié en 2022. Donc, il y a aussi ceci que nous vérifions, qui comporte un certain nombre aussi d'obligations d'information. Et puis, dernière chose, en juillet 2019, la place dans son ensemble, la société de gestion de portefeuille, établissement de crédit et organisme d'assurance, avait pris des engagements en faveur de la lutte contre le changement climatique et un objectif de neutralité carbone à l'horizon 2050. Avec notamment un engagement de mettre fin au financement du charbon thermique avec un calendrier global des engagements. Et donc, depuis lors, la CPR et l'autorité des marchés financiers, conjointement, établissent un rapport annuel sur les progrès faits depuis 2019 à partir des publications faites par les trois secteurs financiers que nous supervisons à deux. Voilà.
Donc, nous avons publié 3 rapports d'évaluation, 2020, 21, 22, et un 4e est en cours d'élaboration. Et notre idée est de renforcer la transparence des informations publiées quant aux politiques d'investissement dans les énergies fossiles. Je ne dirais pas qu'on est loin d'atteindre la perfection, parce que la perfection n'est pas de ce monde. Donc, en tout cas, pour nous, il nous semble qu'il y a encore des progrès à faire. Voilà. Ces progrès, nous avons détaillé à chaque rapport, hein, c'est step by step, enfin étape par étape, pardon, encore une fois, pour cet anglicisme forcené. Et il y a eu des progrès qui ont été faits, ça, il nous semble indéniable. Il faut progresser, il faut être plus clair, plus volontaire parfois aussi. Donc, voilà, nous allons y arriver et nous continuons notre effort. Dernier aspect que je voulais aborder avec vous, c'est la protection des clientèles, puisque le risque d'éco-blanchiment est un sujet majeur dorénavant, mais relativement récent, avec un cadre réglementaire dont je dirais qu'il est encore en pleine structuration, pas complètement abouti, pas facile, c'est un travail en cours. Donc, il nous semble quand même que même si c'est un travail en cours, les assureurs doivent le prendre en compte sérieusement. Il y a déjà de premières bases posées dans la réglementation européenne, hein, je refais allusion au règlement SFDR. Il y a cette fameuse taxonomie environnementale de l'Union, hein, qui classe les activités économiques selon leur niveau de durabilité environnementale. Il y a la directive CSRD et demain peut-être une directive Solvabilité 2 qui renforcera un certain nombre de choses. Alors, ces textes visent à créer un cadre commun de transparence, mais donc, il faut qu'ils s'harmonisent un peu mieux parfois, je le reconnais aussi très franchement, parce que le superviseur a le même problème que les assureurs, hein, parfois quand il doit appliquer des textes. Je parle devant une ancienne parlementaire européenne. Ces textes sont publiés dans un anglais qui n'est pas toujours le plus pur, et ensuite traduits par les juristes linguistes dans un français, par exemple, qui là encore nous laisse parfois un peu perplexes. Donc, on a aussi des capacités de progression en la matière, je le reconnais volontiers, et du coup, le rôle du superviseur dans ces cas-là, c'est d'essayer de donner un peu de clarté, d'essayer de dire en tout cas lui ce qu'il attend et la façon dont il a compris les textes, de manière à apporter aussi un peu de sécurité aux acteurs qui supervisent, de dire comment lui entrevoit la chose. Donc, voilà. Donc, on travaille en tout cas puisque la Commission a donné un mandat aux 3 agences européennes, celle en charge des marchés financiers, du secteur bancaire et du secteur d'assurance, pour essayer de cerner toutes les dimensions de cet aspect éco-blanchiment et d'élaborer des recommandations. Ce rapport final des IOPA est attendu en mai 2024. Il y a déjà un rapport d'État publié en mai dernier qui montre déjà qu'il y a un certain nombre d'insuffisances, principalement d'origine réglementaire. Pour l'instant, ce ne sont pas les acteurs qui sont visés. Voilà. En tout cas, les enseignements les plus significatifs de ce rapport d'étape, c'est qu'il faut une première définition de l'éco-blanchiment adapté au secteur financier. Et donc, les agences ont retenu comme définition toute incohérence entre des arguments extra-financiers utilisés par le secteur financier et la réalité des caractéristiques extra-financières qui sont promues par ces 10 organismes financiers. Donc, les agences européennes ont tenté de clarifier que l'éco-blanchiment pouvait se faire, par exemple, sur la base d'omission d'informations, mais qui pouvait être aussi involontaire. Parfois, cette omission n'est pas forcément mesquine, on va dire, trompeuse volontairement, que ça ne suppose pas forcément de constituer un avantage concurrentiel. On peut le faire sans que cette publication soit un avantage concurrentiel pour l'organisme qui l'a fait. Néanmoins, ce n'est pas pour autant que ce soit bien, mais en tout cas, là encore, on n'a pas supposé qu'il y ait forcément à la base une volonté de se créer un avantage sur les petits camarades, qui peut être aussi l'œuvre d'une chaîne de différents acteurs, hein, y compris non financiers. Par exemple, des entreprises peuvent surestimer leur contribution à un objectif environnemental. Une société de gestion de portefeuille peut investir dans son entreprise pour créer un fonds qualifié vert, et l'investisseur, du coup, va référencer ce fonds dans un contrat qui va être dit responsable. Et à la fin, un réseau bancaire distributeur ou un courtier distribuera ce contrat et choisira d'axer sa communication sur la dimension environnementale du contrat. Et au final, on aura quelque chose qui est mitigé depuis la base. Donc, et alors que chacun des acteurs a cru agir correctement. Bon. L'IOPA fait aussi le constat que certains textes sont très ambigus et trop ambigus, en particulier le SFDR. Donc, même le superviseur peut reconnaître que la régulation n'est pas toujours optimale, et donc de lui-même appelle de ses voeux un certain nombre de clarifications,
avec notamment une définition beaucoup trop abstraite de l'investissement durable, d'absence de critères minimaux pour un produit qui promeut des caractéristiques ESG, notamment le fameux article 8. Alors je sais que l'industrie n'est pas très favorable à la révision parce qu'elle tente de s'y adapter, mais néanmoins, ce n'est pas toujours pour nous très clair avec les fameux indicateurs sur les principales incidences négatives, un PAI dans son acronyme anglais. Mais bon, il y a une phase de consultation ouverte par la Commission européenne, auquel tout le monde peut participer jusqu'au mois de décembre, et j'encourage l'ensemble des acteurs à y participer, puisque, encore une fois, lorsque la Commission ouvre une consultation, elle fait quand même sérieusement son travail de lecture de ce qui lui est répondu. Et puis, il y a aussi d'autres lacunes réglementaires au-delà du SFDR, notamment sur la distribution en assurance vie des supports d'investissement qui ne sont pas tous soumis à un régime de transparence extra-financière. On a des produits structurés, on a ce qu'on appelle aussi les autres fonds d'investissement alternatifs qui ne sont pas soumis aux mêmes exigences, et donc il y a des trous dans la raquette et qu'il faudra combler. Et puis, il y a en matière de communication extra-financière sur les produits d'assurance non-vie, là, il y a aussi des choses qu'il faudra aussi progressivement regarder. Donc, en tout cas, pour nous, la promotion des produits présentés aux investisseurs de détail comme étant durables est chronologiquement la première phase d'éco-blanchiment, et nous nous y sommes attelés avec la publication en décembre 2022 par la CPR d'une recommandation sur l'utilisation de ces arguments extra-financiers dans les communications publicitaires en assurance vie. Le rappel est de bon sens, hein, très souvent, hein, le superviseur n'est pas un génie. Hein. Moi, ça fait 30 ans que je fais ce métier, je ne suis pas plus intelligent que la place. J'essaye juste de porter un regard décalé par rapport à la place. Je ne fais pas mieux leur métier. Je ne ferai pas mieux le métier qu'ils ne le font aujourd'hui. Simplement, comme je ne suis pas dans l'activité, je peux porter un regard un peu décalé. Éventuellement, pour ceux qui me connaissent, avec un brin de causticité parfois, mais ce qui fait l'apport du superviseur, c'est ce décalage de vision. Il se passe légèrement à côté. Et donc, avec l'idée que les arguments qui sont utilisés pour promouvoir les organismes eux-mêmes d'assurance, leurs produits ou leurs services, il faut que ce soit en adéquation certaine avec les caractéristiques et les ambitions extra-financières. Hein. Donc, c'est tout simple, on ne peut pas dire des choses qui ne sont pas vraies, on ne peut pas promouvoir quelque chose comme étant durable si la promotion est ridicule à l'intérieur. Donc, on a quand même fait un certain nombre de rappels qui nous semblaient de bon sens, en espérant fermement que ces rappels suffiront. Et en matière d'information précontractuelle, hein, le règlement SFDR est désormais en application. Donc, on fera un premier bilan de la qualité des publications d'informations extra-financières à partir d'un questionnaire que nous avons adressé tout récemment à la place. Et on en tirera un premier bilan de la doctrine qui a été volontairement sous par les IOPA en matière de prise en compte des préférences des clients en matière de durabilité, dont nous avions précisé certains contours en octobre 2022. Alors, et pour revenir à mon propos liminaire, la question de l'assurabilité des risques continuera d'occuper les agences de supervision et sans nul doute les pouvoirs publics de l'Union européenne, hein, au niveau européen, mais au niveau national aussi. Et ma conviction profonde, parce que j'ai ce secteur de l'assurance dans lequel je suis rentré en 2012, maintenant du côté de la supervision, je disais tout à l'heure qu'il a un rôle aujourd'hui énorme de réduction de l'incertitude pour nous tous et pour l'ensemble des acteurs économiques. J'entends régulièrement des critiques, oui, mais alors ceci, cela, j'ai un contentieux pour l'assureur. Néanmoins, quand on regarde les sommes versées chaque année par les assureurs pour couvrir les risques qu'ils sont censés couvrir, il est réel. Ensuite, il peut y avoir des améliorations, mais ce facteur est réel. Et donc, pour moi, il apporte vraiment de conserver ce formidable outil de réduction du risque qui est quand même, depuis 50 ans, aussi, je crois, l'un des acteurs majeurs de l'amélioration du niveau de vie et des modes de vie de nos concitoyens. Et je m'inclus dedans. Je suis superviseur, mais je n'en suis pas moi aussi un consommateur et un citoyen comme une autre. Et donc, il faut pour moi qu'on conserve cette capacité à ce qui touche toujours la quasi-totalité de la population et éviter que les évictions du fait de la tarification ou de la sélectivité accrue entraînent progressivement une partie croissante de la population en dehors de l'assurance. Et donc, pour moi, et c'est là la différence majeure pour donner un éclairage avec le secteur bancaire, puisque j'étais pendant 20 ans un superviseur bancaire, c'est que les assureurs, d'ailleurs, les banquiers, quand on les interroge sur le risque climatique, ils ont les mêmes obligations que les assureurs en matière d'information, de transparence.
Le risque à l'actif, c'est pareil, ils doivent nous dire comment leurs crédits aujourd'hui ou leurs investissements seront protégés contre le risque de transition. Mais alors, quand on se tourne sur le risque de crédit, la première chose qu'ils nous disent, ah ben nous, on compte beaucoup sur les assureurs pour protéger nos clients. Et donc, on espère bien que le risque de crédit ne sera pas trop important parce que nos clients auront tout perdu. On espère bien que les assureurs joueront leur rôle. Et donc, on voit bien qu'on a là un acteur qui est fondamental, qui est généralement beaucoup plus discret d'ailleurs que le monde bancaire, beaucoup moins sujet à des crises violentes que le monde bancaire, et donc qui est parfois considéré comme ennuyeux. Moi, je me souviens quand j'ai basculé du côté de la supervision assurance, une de mes collègues européennes m'a dit, camarade allemande avec lequel j'avais des liens, etc., assez clairs, les deux principaux pays de l'Union avec les Italiens en matière sur le poids économique, et la France a aujourd'hui le premier secteur d'assurance en Europe. Elle m'a dit, mais Patrick, les assurances, c'est boring, c'est ennuyeux. Je peux vous dire que 11 ans après, s'il y a une chose que je rejette, c'est ce terme ennuyeux. C'est un secteur fascinant parce qu'il permet. Et donc, ce risque physique, les assureurs doivent continuer à le prendre en charge. J'attends beaucoup du rapport qui sera publié, effectivement, et remis au ministre, parce que c'est quelque chose de fondamental pour la protection des populations européennes. Et c'est pour ça qu'EIOPA s'est penché aussi sur le sujet, avec ce risque d'inassurabilité et avec le papier publié par la BCE, effectivement, parce que c'est un sujet qui intéresse beaucoup la BCE. Et à juste titre, parce que la BCE a bien compris que quand les banques disent que le risque physique, c'est les assureurs, eh bien, étant le superviseur aujourd'hui de l'Union européenne, et j'en suis très heureux parce que franchement, pour avoir été directeur du contrôle bancaire des grandes banques de 2008 à 2012, j'ai vu comment les arbitrages nationaux pouvaient conduire à l'accroissement des difficultés. La BCE a bien compris qu'il y avait quelque chose qui se jouait là, sur l'assurabilité. Donc, je terminerai, j'ai été long sur ces quelques mots, en espérant ne vous avoir pas totalement assommé à distance et que vous m'ayez entendu correctement. Dans la salle, ça va. Ils ont l'air toujours vivants, mais à distance, je ne sais pas.